Ce soir, j'avais envie de parler de la liste des gilets jaunes aux européennes. La liste ou de l'utilité des européennes? Alors, j'ai pas envie de parler proprement de la liste en elle-même. Ce dont j'ai envie de parler, c'est du Parlement européen et moi, de mon avis perso, je trouve que c'est pas une c'est polémique aujourd'hui de parler de la constitution d'une liste de gilets jaunes aux européennes. Je trouve que c'est complètement polémique et ça détourne en fait l'intérêt du mouvement de en fait parler de la liste Levasseur avec ses gilets jaunes. Ça, c'est un non-sujet. En fait, j'ai envie de parler réellement c'est quoi l'intérêt que des gilets jaunes aillent aux européennes. Voilà, alors là c'est le truc du moment parce que en fait on arrive à la fin de la législature de la Commission européenne et des députés, des eurodéputés, donc il y a des réélections qui sont mises en place. Et ce qui est marrant, en fait, on est quand même depuis la 8e législature là, de ce Parlement européen. En fait, ça existe depuis 1976. Et et le taux de participation, il est toujours aussi faible. Donc, voilà, avec des élections qui sont tous les 5 ans. Alors, c'est pas un truc qui va forcément... on aura sûrement des réactions par rapport à certains points de vue. Moi, je parle en fait de c'est quoi l'utilité de ce Parlement européen et on verra que c'est complètement crétin d'y aller par rapport à ça. Donc, de toute façon, on peut comprendre que le scrutin, il passionne pas les foules. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, alors avec tout ce mouvement, c'est que il y a des petits opportunistes qui font partie soit du mouvement des Gilets jaunes ou soit d'autres mouvements, qui en fait, ou même des eurosceptiques, qui en fait essayent de prendre place. Alors on me demande si on va défiler demain, c'est demain. Et ben demain, non, on pense pas qu'on va aller défiler. Ce serait bien un jour quand même défiler. Oui, non, mais Serait-il? oui, mais je suis tout à fait d'accord. Mais là, demain, en fait, on peut pas aller défiler. Et donc, moi, je pense qu'il y a des eurosceptiques ou même certains gilets jaunes qui se disent représentants des gilets jaunes, je dis bien, qui sûrement, en fait, vont essayer de prendre une place au Parlement européen, mais au final, qui vont pas apporter grand-chose au mouvement. Donc, sincèrement, moi, ma position, en fait, je pense que ça ne sert à rien. Le Parlement européen, pour moi, aujourd'hui, tel qu'il fonctionne, en fait, il empiète sur la souveraineté d'un pays. C'est tout ce que ça fait et ça fait pas autre chose. Et Et c'est clair que les pays qui font partie de cette coalition de l'Europe, ils perdent leur souveraineté au sein du Parlement européen. Alors, moi, ce que j'ai envie de... Je me pose souvent la question, parce qu'on parle de l'Europe, blabla, machin, on n'a pas voté d'être dans l'Europe. Et je me demande, est-ce que, selon toi, le Parlement européen, c'est un danger pour la démocratie, selon toi, d'un pays? Oui, comme il se pose en tant qu'un État supérieur. D'accord, il se passe au-dessus, en fait, de l'état du propre pays, quoi. Oh, comme ce qui est prouvé depuis plusieurs années, c'est que tous les États membres sont obligés d'appliquer les lois votées à niveau de l'Europe. Ouais. Alors, moi, je sais pas si tout le monde... Moi, je sais pas si tout le monde sait, en fait, en quoi est compétent le Parlement européen. En fait, le Parlement européen, il est compétent sur certains domaines. Par contre, il n'est pas compétent, et c'est là où se leurrent certaines personnes qui disent on va constituer une liste et on va aller au Parlement européen pour défendre nos intérêts à l'Europe. Et c'est là où ces gens se leurrent. C'est parce que le Parlement européen, il n'est pas compétent dans tous les domaines. Ah, et quel alors? Alors,
le Parlement européen n'est pas compétent dans la fiscalité. Il n'est pas compétent sur les problèmes de logement. Il n'est pas compétent sur certains en fait, domaines de sécurité. Mais il est compétent sur certains domaines de sécurité au sens plus large. Par exemple, genre sur les trucs du terrorisme et des trucs comme ça. Mais j'en parlerai plus tard. Il n'est pas compétent sur l'éducation. Il n'est pas compétent sur la sécurité sociale. Donc quand tu sais que le Parlement européen il n'est pas compétent sur ces sujets-là, moi j'ai un problème avec le discours de certaines personnes, genre gilets jaunes, qui constituent des listes pour dire qu'on va aller défendre les intérêts de la France et des Français au Parlement européen. Et il y en a d'autres qui sont déjà cassés le nez pour rien là-bas. Hein. Ouais, donc qui... José Bové, il est parti pour protéger l'agriculture et la bonne bouffe, ça n'a rien donné. On mange que de la merde. Ça a empiré, il n'a rien pu faire. Et il y a un ancien CGT de Continental, Xavier Mathieu, bah, il n'a rien pu faire. Pour sauver son entreprise. Bah, du moins que les choses changent au niveau des grosses entreprises du CAC 40 et des licenciements par rapport à son point de vue et la défense des salariés, quoi. Il n'a rien pu faire. Maintenant, c'est tellement pire. Ils ont des aides de l'État, des milliards, et ils peuvent licencier quand même. Ouais, parce que... Donc ça fait rien du tout. Il y a... Alors, je vais y venir plus tard. En fait, dans le Parlement européen, ce n'est qu'un Parlement. Les eurodéputés qui y vont, au final, ces gens-là, ils vont pour légiférer. Mais légiférer sur quoi, finalement ? C'est pas eux qui vont écrire les lois. En fait, ils vont légiférer sur des propositions, tu vois, que vont proposer la Commission et le Conseil des ministres. Parce que eux, c'est le pouvoir exécutif, en fait, au niveau de l'Europe. Qui sont ces ministres ? Eh bien, justement, d'accord. Et la plus grande partie des pouvoirs décisionnels, en fait, et les plus grandes compétences, en fait, c'est eux qui l'ont. C'est la Commission européenne et le Conseil des ministres. Et derrière, le Parlement européen, en fait, ils sont restreints. C'est vraiment dans leurs compétences et même à l'intérieur du Parlement européen, en fait. Parce que dans le Parlement européen, en fait, l'hémicycle, il est partagé entre plusieurs groupes. Et pour que les décisions s'exercent, en fait, il faut qu'il y ait une parité dans un contexte, il faut qu'il y ait des alliances, il faut qu'il y ait des consensus. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Et justement, en fait, il y a eu le traité de Lisbonne, dont tout le monde en a parlé. On en a parlé à un moment donné du traité de Lisbonne à la télévision, dans les journaux, mais personne n'en a vraiment compris ce que c'était. En fait, le traité de Lisbonne, en fait, il a donné un nouveau pouvoir au Parlement européen. Et deux nouveaux pouvoirs, plusieurs d'ailleurs. Et en fait, le Parlement européen, à ce moment-là, sans vouloir les défendre, en fait, il a gagné, en fait, des pouvoirs en matière de sécurité, chose qu'ils n'avaient pas avant. Et c'est à la suite des attentats, des divers attentats qu'il y avait en Europe, en fait, ils ont juste gagné ce pouvoir-là. Et je pense que, et c'est pour ça que quand tu voyages, tu vois qu'il y a des contrôles qui sont renforcés. Ils appellent ça le passenger recording. Et le passenger recording, ça permettait en fait des pays en fait de transmettre les listes de voyageurs pour pas qu'il y ait des terroristes genre qui passent d'un pays à l'autre. Mais ça, ils ont réagi juste, d'accord, parce que il y a eu des séries d'attentats sur tout le territoire européen. Sinon, ils ne l'auraient pas eu. Et d'ailleurs, comme j'en parlais hier, en fait, il y a eu, un fameux slogan pour l'Europe. Il disait, le slogan du Parlement européen, la dernière fois, cette fois-ci, c'est différent. On n'est plus des poupées, des potiches qui sont dans un hémicycle et qui ne font rien. Et en fait, ça n'a pas tellement changé par rapport à avant. Alors, ils ne peuvent pas proposer de loi de... Non, ils ne peuvent pas proposer de loi, ils peuvent juste légiférer et demander des modifications à la marge, en fait.
parce que tout est déjà, tout est déjà emballé. Et c'est là où, en fait, tout à l'heure, tu parlais de José Bové, mais avec le traité de Lisbonne, ces gens-là, ils ont gagné, en fait, des pouvoirs sur tout ce qui est matière d'agriculture et matière de pêche. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est pour ça que, en fait, il y a eu ces scandales de la pêche au gros, on a parlé du glyphosate et ce genre de choses. Mais au final, quand José Bové, il est parti au Parlement européen, quand d'autres, voilà, ils ont, et j'en parlerai plus tard, il y a eu tout un débat sur l'utilisation ou pas du glyphosate. Tout dépendait en fait de la majorité et comment allaient s'effectuer les votes. Est-ce que le clan le plus fort allait voter pour ou contre? Si tu es dans une toute petite minorité, que tu fais pas d'alliance, ça peut pas passer. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le problème du Parlement européen. Les gens, ils peuvent aller gueuler au Parlement européen, mais si justement tu n'es pas dans une espèce de majorité ou ce genre de choses, il ne se passera rien. Et tu iras juste gueuler, mais il ne se passera juste rien. En plus, c'est plus facile pour les multinationales de s'organiser pour avoir une politique commune partout dans le monde ou dans l'Europe, que les citoyens s'organisent pour communiquer entre eux, pour les contrer au niveau européen. Donc, on est défavorisé dans cette façon de faire au Parlement. Exactement. Et c'est pour ça que l'Europe, comme tu le disais si bien hier, en fait, il faut revoir le truc. Ça sert à rien. Il faut faire quelque chose d'autre parce que franchement, ça ne défend absolument pas les intérêts communs, ni des gens qui sont sur le territoire de l'Europe, ni de la France elle-même. Tout ça, ça ne sert à rien. Moi, il semblerait que le Parlement européen soit autant rempli de robots que de députés La République en marche. Hein. Ouais, non, mais c'est exactement la même. Il suit simplement des directives. Les instructions du président en France et des lobbies sur l'Europe. Il faut des copier-coller, c'est rapide, on dit le même langage, on réfléchit pas, on a notre paye, on est content. Et voilà, chacun pour soi. Donc, le président actuel du Parlement européen, en fait, le gars qui est arrivé et qui a défrayé la chronique parce qu'il était bourré, voilà, ce gars-là, il s'est fait élire sur un programme minimaliste. Tu sais, c'était quoi le slogan du mec? Non. Pour se faire élire, on fera de la qualité et non de la quantité. Donc, en gros, sous la présidence du mec, en fait, on est passé de 80 propositions qui étaient soumises en fait aux eurodéputés pour pouvoir légiférer à 25. Ouais. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire que les questions sociétales, ils n'en avaient rien à faire. Ah oui, ça oui. Donc voilà. Et avec lui, en fait, toutes les propositions pour, de la Commission européenne, avec lui, en fait, elle a absolument pas travaillé. Et en même temps, les bases de cette Europe, c'est le libre-échange en tout court. Le reste, ils en ont rien à faire. Tout ce qui bloque le libre-échange, la libre-échange est interdit. Donc voilà, donc en fait, il n'y avait pas de proposition. L'humain interdit le libre-échange, il faut éliminer. Et là, en fait, pour ceux qui ne sont pas eurosceptiques, parce que les eurosceptiques, ils ne sont absolument pas là-dedans, il faut sortir de l'Europe, et voilà. Mais ceux qui ne sont pas eurosceptiques, pour eux, l'enjeu, c'est de décider qui sera le prochain président de la Commission européenne. Mais la vérité, et là, c'est que c'est là où certains gilets jaunes qui ont créé cette liste pour aller européen, et en fait, ils sont dans un déni total. Je me demande même s'ils comprennent ou s'ils savent comment, en fait, fonctionne réellement le Parlement européen. Et actuellement... Quel non-pouvoir ils vont avoir. Exactement. Ils sont en train de se leurrer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un groupe qui est dominant au Parlement européen et qu'il ne faut pas croire que parce qu'il y a un mouvement des Gilets jaunes, que ça va renverser le Parlement européen et que tout le monde va voter tout le monde va voter Gilets jaunes et que les Gilets jaunes vont s'emparer du Parlement européen. Ça, c'est de la connerie en barre, en fait. Ça, c'est de la connerie en barre. Il ne faut pas croire ça. Et on ne peut pas avoir une alternance franche, claire, en fait,
au Parlement européen, c'est-à-dire que des gens qui rentrent et puis qui sortent. Car la règle du jeu, en fait, au Parlement européen, elle prévoit la proportionnelle. En France, dans les élections, si tu veux, c'est beaucoup plus clair. C'est, par exemple, si on est majoritaire, si c'est un président de droite qui remporte une élection, il va tout remporter sous son passage. C'est-à-dire que le gouvernement, il va être de droite, Ouais. enfin voilà, c'est ça. Sauf qu'au Parlement européen, c'est pas ça. En fait, ça marche pas comme ça. Et c'est pas parce que tu es majoritaire que tu vas être représenté partout, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que, en fait, tu vois des eurosceptiques un petit peu partout, parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir faire porter leur voix, mais en fait, pas du tout. C'est faux. Donc, la vérité, en fait, quand les gens ils vont se présenter au Parlement européen, et ça, je parle pour les gilets jaunes qui ont constitué une liste complètement débile, donc voilà, pour aller là-bas, en fait, Ils vont toucher un salaire, c'est tout. ils vont juste toucher un salaire. Et ça n'ira pas plus loin, en fait. Ils feront des soirées à l'ambassade. Et c'est tout ce qu'ils feront. Parce que les idées, en fait, au Parlement européen, comme pourquoi s'est battu José Bové, comme beaucoup d'autres, des idées pour lesquelles ils voulaient en fait un changement en pensant qu'ils allaient se mettre au Parlement européen. En fait, toutes les idées qu'ils vont vouloir porter pour changer les choses, elles vont toutes être à géométrie variable. Pourquoi je dis ça? Parce que selon les rapports de force dans les différentes familles, on va réussir plus ou moins à modifier une proposition de loi de la Commission européenne. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment à la marge, quoi. Déjà, si c'est le gouvernement européen qui décide des lois, ils peuvent à peine modifier ce qui va être présenté, donc la ligne directive, le chemin sera pas dévié. Donc, Exactement. Et c'est pour ça que les gens qui pensent qu'ils vont aller dans un Parlement européen, dans une machinerie énorme, et qui pensent qu'ils vont aller changer les choses, ils se leurrent. c'est juste un outil de dérégulation Exactement. fiscale, c'est tout. J'ai vu cette semaine aussi pas mal de tweets, pas mal de tweets et surtout sur les échanges qu'on a eus, en fait, des gens qui disaient l'immigration ça nous saoule, les flux migratoires, les gens ils rentrent chez eux et tout. Ok. Les enjeux migratoires, en fait, il faut que les gens ils comprennent une chose. Alors, il y a eu des réformes qui ont été faites sur le sujet. D'accord? Par exemple, il y a une réforme sur les demandes d'asile. Et ce qui a bloqué, c'est en fait que les États membres de l'Europe, ils n'étaient pas tous d'accord sur en fait la réforme de demande d'asile. Le Parlement européen, il a juste un pouvoir législatif. Quand j'entends, et j'aime pas parler d'eux, mais j'en parle quand même. Quand j'entends que le FN, ils sont là à ouvrir leur gueule, ils ouvrent leur grande gueule en France, pour parler de l'immigration et tout. Ils ont des sièges au Parlement européen, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont dit, ils ont parlé d'immigration, que ça ne pouvait pas durer comme ça, qu'il y avait des enjeux, en fait, même écologiques. C'est pas parce qu'on ne veut pas accueillir des Noirs et des Arabes, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des enjeux aussi écologiques quand tu fais des trucs comme ça. Et en fait, c'est le Conseil et la Commission européenne qui a tous les pouvoirs et qui décident. Et les pays qui ont été récalcitrants par rapport aux propositions de la Commission européenne, aujourd'hui, ces gens-là, par exemple, que le Parlement européen a imposé certaines choses à certains pays, ces pays qui étaient récalcitrants, aujourd'hui, ils sont devant la Cour européenne de justice en disant « vous n'avez pas le droit de nous imposer ce que vous nous faites ». Mais les FN de chez nous, jamais ils ont ouvert leur gueule pour dire ouais, nous on demande on va devant la Cour européenne de justice. Donc quand on fait de la démagogie, c'est ce qu'ils font de toute façon avec les problèmes de la migration, c'est parce que déjà les problèmes migratoires, c'est qu'il y a des gens qui leur ont imposé certaines choses et ils se sont tus, tout simplement. Ils ont pris l'argent. C'est tout. C'est le premier à prendre l'argent. Exactement. Donc,
tout ça pour dire que les gens qui constituent des listes pour aller, des listes gilets jaunes pour aller au Parlement européen, il faut déjà qu'ils comprennent en fait le triangle institutionnel compliqué dans lequel ils vont rentrer. D'accord ? Et que les changements qu'ils espèrent apporter, ils n'arriveront pas d'un claquement de doigts. C'est pas vrai et ça ne se fera pas. Est-ce qu'ils ont des contacts avec tous les gilets jaunes dans tous les pays européens pour avoir une force majoritaire? Faut croire que non, en fait, peut-être pas. Ah, Donc, est-ce qu'ils ont contacté tous les gilets jaunes d'Europe dans chaque pays pour s'assurer qu'ils aient une majorité partout? Ben non, et puis de toute Ils façon, sont simplement... le futur président de la Commission européenne, en fait, tu as déjà 2 candidats qui ont déjà pré-été choisis. Donc en fait, le Parlement européen il va choisir qu'entre les 2 mecs qui ont été pré-choisis. Bref. Donc les lois sont déjà dictées. Exactement. Donc tout ça, c'est de la connerie. Les lobbies ont déjà poussé leur demande. Voilà, exactement. Ah, ça c'était une première chose pour éclairer le sujet. La deuxième chose dont je voulais parler, en fait, c'était la contribution des États sur le budget européen. Et il y a 2 choses. Il y a ce que les États donnent pour le fonctionnement de cette machine inutile, on va dire ça comme ça, et il y a le fonctionnement propre. Et là... C'est des sbrouffants qu'on donne. Hein, ouais. Voilà, c'est des sbrouffes. Alors, il y a eu ce fameux traité de Lisbonne et tout. Et depuis le traité de Lisbonne, mais ça c'est dans le fonctionnement du Parlement européen, en fait, l'Europe reverse au Parlement européen ce truc que je trouve quasiment inutile, 1% de sa richesse. Donc en gros, ce truc-là, ça coûte 140 milliards d'euros par an. C'est cher. C'est très cher. Et le vrai enjeu, en fait, c'est qu'il y a eu le Brexit. Et les Anglais, ils sont sortis de l'Europe. Et ce que les gens ne disent pas, en fait, je ne sais pas si toi tu as entendu parler de ça, c'est que les Anglais, c'était les plus gros contributeurs. Ah bon ? Ouais, dans le fonctionnement de ce truc-là. C'était les plus gros contributeurs. Et ça, les gens ne le disent pas. Et quand ils sont sortis justement de l'Europe, ils ont laissé des sièges au Parlement européen. Et tout le monde est en train de se battre pour ces sièges-là, pour remonter en fait dans les pays influenceurs. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc voilà. Alors, dans le budget justement de l'Europe, en fait, il y a plusieurs choses. En fait, on a vu que le budget qui va être alloué à l'Europe va avoir un impact sur certains thèmes. Par exemple, tout ce qui est agriculture, pêche et région, parce qu'il y a certains secteurs qui vivent de ça, de subventions par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, c'est une donnée qu'il faut avoir aussi dans la tête. Et c'est ce qui fait que les gens, finalement, ils ne sont pas forcément indépendants par rapport à ça. Et comme je te le disais tout à l'heure, en fait, depuis le départ des Anglais, en fait, c'était les plus gros contributeurs. L'Europe, en fait, demande aux États membres de serrer la vis. C'est-à-dire que pour le fonctionnement du Parlement européen, comme les Anglais ils se sont cassés, ben, ça veut dire que vous devez raquer un peu plus. Ah, on sait aussi. Attends, il faut payer encore plus. Voilà, et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Ça n'excuse rien, mais à ce moment-là, moi je me demande à quoi sert cette structure pour laquelle on est obligé de payer. Tu vois ce que je veux dire ? On ferait des économies. Et donc, le plan Juncker, là, le mec, en fait, lui, il s'est dit, ben, pour pouvoir fonctionner, alors le mec, il a eu son idée, j'imagine, entre 2 bouteilles de vin, il a demandé, en fait, une levée de fonds par des banques privées. Oh. Et par des banques de développement. Donc maintenant, Trinker, ouais. Et maintenant, en fait, le truc, ce qui se passe avec ce président, donc comme les banques, elles sont rentrées dans ce système-là, et comme en fait la Grande-Bretagne, elle est partie,
imagine la pression, en fait, qu'ont les États membres. Ça n'excuse pas ce qui se passe en même temps. Et ils se disent, bah ouais, mais nous, on a un enjeu à gagner parce qu'on aimerait bien imposer notre vision par rapport aux autres. Et ben, on va se plier, en fait, à ce plan-là, tu vois ce que je veux dire, pour pouvoir, en fait, exister dans cette structure. Mais qui, au final, ne fait ni vivre la démocratie des pays, Non. et ne fait ni vivre l'Europe en elle-même. Et tout ça, ça fait douter de la légitimité, en fait, du Parlement européen. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, il n'y a plus rien qui est légitime. Les gouvernements sont plus légitimes. Le gouvernement européen, bah, il n'est pas légitime aussi de fait, comme trop éloigné du pays. Comme l'Europe n'est pas devenue un État, un pays. Donc voilà. bullshit. Et en fait, nous, on s'amuse à faire vivre une grosse machine, en fait, qui ne nous sert pratiquement pas. En fait, qui nous sert pratiquement pas. Enfin, elle ne nous sert pas. Elle ne nous protège pas sur le plan social. Elle nous protège peu sur le plan international. Alors, j'ai entendu des discours qui disent qu'il faut constituer une armée européenne, un fonds d'aide européen. Enfin, bref, j'ai entendu plein de discours comme ça, mais au final, tout ça, vu comment c'est orchestré, je ne pense pas que ce soit une solution viable et pérenne sur le long terme. Parce que ça demande une contribution énorme, en fait, aux citoyens européens. Et les pays qui sont les plus riches, en fait, eux, ils raquent. Ils raqueront encore plus. Donc, moi, quand je parlais de la légitimité du Parlement européen, en fait, la légitimité, elle est toute relative. Déjà, bon, l'efficacité, elle est peu perçue sur le terrain. Et en plus de ça, il y a une distance qui est incontestable entre l'Europe et les différents citoyens de l'État membre. Quand le Parlement européen, pas le Parlement, la Commission européenne va décider de proposer telle résolution. Tiens, les fameux avec les listes jaunes européennes. Ah ouais, fais voir, c'est qui? Alors, t'as qui? En plus, le pire, ça veut dire En Marche toute. Alors, En Marche, on peut se poser la question si c'est pas le En Marche de La République En Marche. Donc, il y a la fille, là, Ingrid Levasseur. Bah, c'est un truc d'un groupe Gilets jaunes, donc Ouais. c'est bien explicite pour dire que ils sont pro-Macron, donc c'est Voilà. les Gilets jaunes. Alors, t'as Bernard Tapie qui rentre. Le directeur de campagne, c'est Bernard Tapie. J'ai pas compris pourquoi. Il va peut-être voler l'argent et puis se barrer. Brigitte Lapéronie, une juriste, ouais. Ok. Et pourquoi il y a Emmanuel Macron pour indiquer que c'est la liste des Gilets jaunes de Macron. Ouais, moi aussi, hein, je suis surpris parce qu'il y a quelqu'un qui dit Bernard Tapie, c'est quoi ce délire? Bah ouais, Bernard Tapie, comme vous le lisez comme moi. Attends, je sais pas si... C'est pas un truc officiel, c'est un Gilet jaune pour dénoncer les magouilles. Hein. Ouais, non mais... Donc ne le dis pas comme si c'était un flag officiel. Oui, mais il n'y a pas plus tard que cet après-midi, je regardais un bout de séquence sur télévision, je sais plus quelle chaîne, où Levasseur disait clairement que en fait Bernard Tapie était juste un soutien. Oh, ouais. Donc il doit être dans les sphères, mais voilà. Alors elle le disait en plaisantant, mais voilà. Donc, je disais que cette histoire de Parlement européen, en fait, la légitimité, elle est toute relative parce que, en fait, les eurodéputés, ils ne sont pas proches des gens. Il y a un problème d'ancrage civique. Ils ne sont pas proches des gens. Et au niveau de l'Europe, le Parlement européen, là, aujourd'hui, il fonctionne avec 751 membres à peu près. Donc 751 membres, quand ils élisent un député, ils doivent gérer une super circonscription. Le mec, il va pas sur le terrain. Ils nous font croire que parce que la fille, elle est, je sais plus, aide-soignante, qu'elle connaît les problèmes de la vie des gens qui sont de classe modeste. C'est pas vrai. Ouais, le nouveau jouet de Macron. Ben oui, effectivement, voilà, c'est la création d'une liste de gilets jaunes. Tout à fait, mais c'est tout à fait ça. Donc, effectivement,
Et ces gens-là, elle ne sera pas proche des gens parce que de toute façon, elle n'aura la liste des Gilets jaunes n'aura pas le champ de compétences pour répondre à toutes les difficultés de tout le monde. Et même le Parlement européen, il n'est même pas fait pour ça. Il ne travaille pas sur le champ social, sur le champ fiscal, sur plein de problématiques des revendications des Gilets jaunes. Donc c'est pour ça que moi je dis que c'est une connerie, ce truc-là, c'est de l'esbrouf. Mais en même temps, quand tu m'as montré cette image, le nouveau jouet de Macron, voilà qu'il emmène cette fille au Parlement européen. Je t'ai dit tout à l'heure que le Parlement européen fonctionnait à la proportionnelle et en fait tu ne pouvais pas avoir la majorité absolue. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de faire des alliances avec des petits groupes ou d'autres groupes pour augmenter son nombre de sièges et leur dire comment voter. Mais je vais y arriver. Donc, parce que leur champ de compétences, il est réduit. Non, mais en même temps, quand le président du Parlement européen est voté, pendant 5 ans, la politique européenne est actée, quoi. Donc... Tout à fait. Mais, en même temps, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il va donner les directives pour voter, pour qui voter. Et il va se faire copain avec les gens de la Commission européenne pour faire passer ses propres trucs. C'est ça qu'il veut faire en fait. Ouais. Alors, j'explique juste pour que tu comprennes le truc. C'est vrai qu'il n'a pas de parti politique qui lui permet d'avoir assez de personnes pour faire d'avoir d'eurodéputés, Macron. Ben non. Donc voilà, en fait, le truc, il est là. Donc je t'explique. En fait, depuis le Brexit, l'Angleterre, elle a laissé 50 sièges au Parlement européen. Donc tout l'enjeu pour tous ces rapaces du pouvoir, c'est de prendre les 50 sièges. En gros, tu as le plus gros parti du Parlement européen, qui sont le Parti populiste européen, qui a 218 sièges. Tu as le Parti progressiste, c'est à peu près les socialistes ici, ils ont 189 sièges. Tu as les conservateurs, en fait, eux, c'est la droite, eux, ils ont 73 sièges. Ouais. Et tu as les démocrates libéraux, les libéraux démocrates, c'est le truc où se rapproche le plus Macron. Lui, voilà, ce groupe-là a 68 sièges. Tu as les Verts qui ont 61 sièges. T'as la gauche et tous les autres groupes, ils ont 51 sièges. Et après, t'as tous les autres petits groupes qui ont 50 sièges. En gros, moi, de ce que j'ai compris, de tout ce que j'ai lu, en fait, les démocrates libéraux, en fait, ils veulent avoir leurs 68 sièges, plus d'autres petits groupes, et s'allier avec d'autres petits groupes pour avoir plus de sièges. Et donc, lui, ça l'arrange de mettre cette fille-là avec sa liste, même si elle fait 1 ou 2%, ils ont quelques sièges. Comme ça, ils se disent, nous, on va former un contre-pouvoir avec les deux gros groupes principaux. Et je vais pouvoir négocier, de faire avancer et de rentrer toujours l'espèce de tentacule que tu avais montré hier, en fait, de rentrer, de m'infiltrer, en fait, dans le pouvoir décisionnel de l'Europe. Lui, son idée, c'est de former ce troisième groupe. Et, je vais le dire comme ça, cette cruche qui était peut-être macroniste avant, qui était macroniste, qui est devenu gilet jaune, qui est redevenu macroniste, est tombé dans le piège pour, justement, en fait, exécuter les desseins de ce mec-là, en fait. On va dire qu'au niveau européen, toutes les grandes entreprises du CAC 40, tout ce qui est derrière les milliardaires, peuvent facilement se coordonner et se mettre d'accord comment diviser le marché et améliorer les lois à leur faveur. Et en plus, il est plus facile pour eux de diviser les autres partis. Ouais, c'est ça. Citoyens. Et c'est pour ça qu'à un moment, dans la presse, ils peuvent créer plein d'histoires, ils peuvent dépenser des millions d'argent pour gagner des milliards derrière en créant des histoires. Et c'est pour ça qu'à un moment, dans la presse, on a parlé, en fait, des lobbies auprès du Parlement européen. Et
Parce que le Parlement européen, à la base, il travaille seulement sur des textes. Ils font pas autre chose, hein, les gars, ou les filles. Ils travaillent uniquement sur des textes proposés par la Commission européenne. Ils font que ça. C'est ça leur job, d'accord? Et la difficulté, c'est qu'il y a des lobbyistes, ce que tu me dis, ce que tu me racontes là, qui rencontrent en fait des personnels du Conseil ou des ministres, des ministres du Conseil ou des gens de la Commission européenne, d'accord? Et leur présence de proximité, depuis que ça a été dévoilé, tu sais, on en a eu toute une histoire sur les lobbying, où il existe des lobbying et tout ça. En fait, maintenant, leur présence, elle est établie. Et je peux te dire qu'elle est tellement établie que ces gens-là, des sociétés de lobbying, ils ont déplacé leur bureau pour être soit à Bruxelles, soit à Strasbourg. Ah, bah ils suivent le Parlement, ouais. Ils suivent complètement le Parlement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des gens maintenant qui demandent, alors c'est une ONG qui fait ça, hein, il y a une ONG qui surveille, voilà, qui veut plus de clairvoyance sur le fonctionnement de l'Europe, et voilà. Et il y a une ONG en fait qui sollicite que si un eurodéputé ou un ministre du Conseil de l'Europe a un rendez-vous avec un lobbyiste, il doit le déclarer en fait. Ça doit être rendu public. Moi, il y a une photo qui m'a choquée il y a quelque temps. C'est quand on voyait Macron avec le fondateur de Facebook. Tu sais, voilà. Zuckerberg. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une photo qui est très choquante parce que cette personne-là, à l'heure où on est sur... lui, il fait de la communication, mais on est justement à l'heure où tout est décrié, hein, la façon dont est contrôlé Internet, la façon... tout ça, c'est déjà c'est décrié, et il y a eu plein de choses qui ont été discutées par rapport à ça, sur la liberté d'expression, sur Internet, la censure et ce genre de choses. Et on voit Emmanuel Macron, en fait, se poser avec ce mec-là. Donc, en fait, quel est le lobbying, en fait, que va essayer de faire Mark Zuckerberg par rapport, en fait, à Emmanuel Macron, qui concourt, en fait, à obtenir plus de sièges au Parlement européen, voire agrandir, en fait, son nombre de sièges. Et c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Et ce que je voulais dire, en fait, et là où c'est dangereux, c'est que ces lobbying qui manipulent le Conseil de l'Europe et la Commission européenne, c'est qu'ils inventent, les lobbying arrivent à faire du faux pour créer du vrai. On va se rappeler, en fait, de l'affaire du glyphosate, l'affaire du glyphosate, où, en fait, de faux agriculteurs se sont mobilisés, d'accord, pour atteindre des vrais agriculteurs, pour justement interdire la contre-non-utilisation du glyphosate. Un truc de taré. Ça, c'est une réalité, en fait, des lobbying. C'est une réalité quand tout le pouvoir est concentré sur une commission européenne qui est susceptible de se faire manipuler. C'est un danger pour les démocraties des pays parce que ces lobbying arrivent à manipuler l'opinion en faisant du faux pour créer du vrai. Et c'est aussi un danger pour une démocratie où l'information n'est plus indépendante. Et c'est ça en fait. Et pour finir le débat, c'est de dire que au final, cette liste du gilet jaune pour le Parlement européen, c'est une vraie mascarade. Ouais, pas de gilet jaune. Pas de gilet jaune au Parlement européen. Si on doit faire une liste pour l'Europe, c'est qu'on aura on aura dissous l'Europe pour autre chose. Pour faire autre chose, qui nous permettra de vivre tous ensemble, en sécurité, sur ce grand continent. C'est tout. Voilà. Bonne soirée.